Donc Isabelle Carré, vous êtes multitalent puisque vous êtes actrice, mais aussi écrivaine et réalisatrice. Et votre film, Les Rêveurs, adapté de votre premier roman du même nom qui s'était vendu à 200 000 exemplaires, sera sur les écrans le 12 novembre. Oui. Alors, je voulais commencer par une petite citation. Je crois que vous aimez bien les petites citations. Oui, c'est vrai. Donc, Saint-Exupéry disait « On n'est pas d'un pays, on est de son enfance ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, complètement. Oui, c'est... J'ai un jeu que j'aime bien faire quand je rencontre des adultes, c'est regarder, essayer de deviner l'enfant qu'ils ont été. Ah ouais. L'enfant qu'ils ont été. Et il y a des adultes pour qui c'est très facile. L'image de l'enfant qu'ils ont été arrive tout de suite. Et pour d'autres, c'est un peu long. Et j'ai l'impression que quand la part d'enfance est très présente, c'est qu'on est un peu unifié, qu'on est raccordé avec son histoire. Alors que quand l'enfant est très très loin, c'est qu'on a voulu mettre quelque chose sous le tapis, souvent. Alors ce film, c'est d'abord un livre, donc qui s'appelle Les Rêveurs. Et vous dites que vous aviez mis beaucoup de temps à vous décider de l'écrire. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous aviez peur de donner trop de vous-même, de vous révéler aux autres ? Alors déjà, j'ai mis plus une vingtaine d'années avant de me décider à écrire le livre. En fait, je le faisais d'une façon très, très éparpillée, comme ça, de temps en temps. J'écrivais un chapitre et je le rangeais dans un placard. Et c'est grâce à un atelier d'écriture organisé chez Gallimard par Philippe Jean que j'ai retrouvé l'écriture au quotidien que j'avais eue quand j'étais plus jeune. Et que je me suis lancée. J'ai pas voulu suivre les ateliers d'écriture, la deuxième session, la troisième session, parce que je suis une comédienne et je suis tout le temps dirigée. Et là, je voulais pas être dirigée, je voulais vraiment être avec ma solitude, ma subjectivité, et me lancer dans cette écriture seule. Mais ça m'a vraiment donné l'impulse, cet atelier d'écriture. Et ensuite, quand le livre est sorti en 2018, j'étais très heureuse qu'il soit que j'ai pu m'exprimer à cet endroit-là. Et j'imaginais pas du tout en faire un film. Et oui, c'est Philippe Godot, un producteur de la Pan-Européenne, qui est le producteur et le distributeur du film, qui m'a incité à plusieurs reprises. Il est revenu plusieurs fois vers moi avec beaucoup de confiance. Et il y a aussi un autre élément qui a été très déclencheur, c'est le confinement. Pendant le confinement, comme nous tous, j'ai vu la montée incroyable des hospitalisations des jeunes pour tentatives de suicide ou gestes auto-infligés, surtout d'ailleurs concernant les jeunes filles. Les jeunes filles, ouais. Et ça n'a pas décru après le confinement. Et là, je me suis dit, finalement, il y aurait un intérêt, évidemment pas adapter les 350 pages, c'est pas possible, mais d'adapter le cœur du roman, c'est-à-dire ce moment d'hospitalisation. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide et j'ai été internée, je dis bien internée parce que ça a été d'une façon assez brutale, à Necker. Voilà, dans un service de pédopsychiatrie. Et je me suis dit que mettre en perspective mon expérience de ces années-là, aussi peut-être pour comparer ce qu'était la pédopsychiatrie dans les années 80 et ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc le film s'articule en deux époques, ces années 80 et voilà, l'époque actuelle, avec ce qui se fait aujourd'hui dans les services de pédopsychiatrie qui sont très différents de ce que je vivais moi à l'époque. Donc ce film très, très sensible et très, très juste, vous l'avez voulu aussi assez lumineux pour permettre à des jeunes de 11 à 14 ans, 15 ans de pouvoir le voir aussi, c'est ça ? 18 ans, 20, enfin, les jeunes filles aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, de très jeunes femmes, qui sont concernées. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ouais. Pourquoi oui, justement, jeunes femmes, c'est vraiment une question qui me taraude. On peut en parler tout de suite. À votre avis, quel est l'angle mort, justement ? Je voulais juste rebondir sur cet aspect de lumineux, parce que c'est important pour moi de dire que j'aurais pu faire un film choc, un film un peu docu-fiction, mais je me suis rendu compte justement qu'il y avait des documentaires, mais pas de fiction sur ce sujet. Même aux États-Unis, aucun film de fiction, de cinéma, traite de la pédopsychiatrie, d'un service de pédopsychiatrie, n'a pour décor, entre guillemets, un service de pédopsychiatrie. Ça, j'étais un peu hallucinée de ça. Il y a Une vie volée, par exemple, un film qui date des années 90 avec Winona Ryder, où il y a, ça traite de jeunes femmes anorexiques et voilà. Mais pour ce qui concerne les enfants et les adolescents, il n'y a rien. Il y a une web-série
qui a été diffusé, mais assez confidentiellement. Il y a des documentaires, encore une fois, mais il n'y a rien. Alors, j'ai tout de suite pensé, moi, ce film, en m'adressant, et d'ailleurs, tout le film épouse le point de vue d'une adolescente. C'est pas le point de vue des parents, c'est pas le point de vue des soignants. Peut-être tout à l'heure, d'ailleurs, je vous lirai un texte qu'une soignante m'a écrit, parce que c'est aussi assez... C'est vraiment très touchant et très symptomatique de ce qui se passe dans ces services. Mais là, pour moi, le film, c'était épouser le point de vue des adolescents. Pourquoi ? Parce que je voulais faire un film vraiment pour eux et leurs parents, leurs grands-parents, pour les médecins aussi, qui puissent ressentir en fait de l'intérieur ce que c'est qu'un internement, enfin maintenant je dirais une hospitalisation, parce que le protocole a changé et on peut davantage parler d'hospitalisation que d'internement pour les enfants, puisqu'on leur parle, on les questionne avant de décider qu'ils restent ou qu'ils partent. Ce qui n'était pas le cas dans les années 80. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'on voit dans le film, justement cet internement qui est assez... je veux dire, c'est vrai que l'enfant n'est pas du tout questionné, on lui pose... Il n'y a pas de psy, voilà. Oui, ça c'est une chose qui a beaucoup interrogé, parce que j'ai fait un peu le tour de tous les grands services de pédopsychiatrie de Paris, mais aussi de région parisienne. J'ai parlé avec tous les grands professeurs, dont Marie-Rose Moreau en premier, qui m'a reçue à la Maison de Solène. Et évidemment, quand je leur ai fait lire le scénario, donc avant le tournage et puis quand ils ont vu le film après, c'est la chose qui les a le plus marqués. C'est-à-dire que... bien sûr que maintenant, et ce n'était pas le cas avant, encore une fois, bien sûr que maintenant, quand un enfant a un geste, de scarification, ou qu'il avale les médicaments comme je l'ai fait moi, qu'il avale beaucoup de médicaments comme je l'ai fait moi, ou voilà, peu importe la façon dont ça s'exprime, mais on l'interroge, on le questionne. Dès qu'il est remis sur pied, évidemment. C'est l'idée de qu'est-ce que tu penses de ton geste ? Comment tu le vois maintenant ? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Et est-ce que tu le referais ? Et en fonction de ces réponses-là, oui, on décide ensemble que l'enfant reste ou pas avec les parents. Et voilà. Là, moi, il n'y avait aucune question. Et puis ce que raconte le film aussi, dans le service lui-même, on appelait d'ailleurs... en rigolant, mais c'était pas si drôle que ça, mais on appelait la Gestapo, les médecins qui faisaient la ronde. Et parce qu'il restait très peu de temps, et c'était finalement simplement pour ajuster les médicaments et le traitement médicamenteux. Il y avait de la violence aussi entre jeunes, on voit aussi. De la violence entre jeunes aussi. Alors après, encore une fois, j'ai voulu faire un film, le plus doux possible, pour que ces enfants, d'abord, se sentent déstigmatisés. Ça, c'est très important. Qu'on ne leur remette pas la tête sous l'eau, pour ceux qui sortiraient d'un service comme celui-là. Mais du coup, on ne voit pas les enfants contentionnés, on ne voit pas les piqûres. En revanche, c'est tout le son off du film. Et je remercie la Pitié-Salpêtrière. On l'a enregistré à la Pitié-Salpêtrière dans plusieurs services. Donc, on entend les cris, enfin voilà. Et... je ne sais plus quel ingénieur, quel monteur son disait que la voix off du film, c'est son inconscient. Donc j'avais vraiment envie qu'il y ait quand même un aspect réaliste, mais tout ce qui pourrait trop heurter les enfants et les adolescents, j'ai pas voulu le montrer. Moi, le but pour moi du film, c'était de faire passer ce message. Il y a des solutions, notamment l'art-thérapie. Ça, c'était très important, puisque c'est effectivement ce qui m'a sauvée, m'inscrire dans un cours de théâtre. L'amitié aussi, vous en parlez, on exactement. Le sent dans le film. Ouais. L'amitié et la parole, voilà, le fait de parler. Mais l'art-thérapie, c'est vrai que de plus en plus maintenant, on fait rentrer l'art-thérapie dans les services de pédopsie, comme la pérédance. Le professeur Franck Bellivier, qui avait lu aussi le scénario, m'avait dit « mais c'est un film de pérédance ». Je ne connaissais pas ce terme à l'époque. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes un peu au fait de ces questions, mais je vais quand même le rappeler. La pérédance, l'exemple le plus extraordinaire pour ça, c'est la Maison Perchée, qui va essaimer un peu partout, qui est un endroit, en fait, où on peut parler de personnes ayant vécu, étant passées par là, à personnes étant encore dans
dans la période un peu sombre, quoi. Et on peut échanger ensemble et se donner du coup des clés, s'aider à y voir plus clair. Voilà, et surtout, on se sent au même niveau, en fait. On se sent au même niveau. On n'est pas du haut de sa chair, même si les médecins font un travail fabuleux aussi. Hein, c'est pas pour... Mais c'est un autre angle, une autre façon de dire, moi, je te comprends, j'ai ressenti les mêmes choses et je l'ai vécu, l'effet de ça. C'est d'ailleurs dans la bande-annonce du film. Quand j'ai fait des ateliers d'écriture à la Maison de Solène, ils étaient tous comme ça, fermés, ces adolescents. Il y en avait même une qui était tout au bout. Et au moment où j'ai dit, je ne savais pas où trouver la porte d'entrée, et au moment où j'ai dit, vous savez, moi aussi, j'ai été internée dans un service comme le vôtre quand j'avais votre âge. Et là, tous les visages sont levés, les poings se sont... c'était assez spectaculaire. Et là, on a pu travailler, en fait. Et vous faites d'incessants allers-retours avec aujourd'hui votre moi actuel qui regarde votre moi ancien. Est-ce que c'est pour mesurer le chemin parcouru ou pour dire que la jeune fille blessée et révoltée aussi est toujours en vous, toujours vivante? Alors, les passages de moi adulte dans l'hôpital psychiatrique des années 80, ils n'étaient pas prévus au scénario. Ah bon? Non, c'est vrai qu'on m'avait dit c'est très fort, je trouve. À l'écoute de ton film, et Dieu merci, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que ça manquerait ces scènes-là, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la jeune actrice Tessa, qui est fantastique dans le film, était très très juste, mais elle n'avait jamais joué, et c'était compliqué pour elle cette hyper-émotivité. Elle avait du mal à livrer ses émotions. Et j'ai essayé en lui parlant, en lui racontant des histoires, en lui montrant des films, en la nourrissant de la façon dont moi j'aime être nourrie comme comédienne. Et ça ne fonctionnait pas tant que ça. Ce qui s'est mis à fonctionner, et je l'ai trouvé un petit peu, heureusement pas trop tard, mais après 1 ou 2 semaines de tournage, heureusement les scènes compliquées n'arrivaient qu'après, c'était de moi-même jouer pour elle, avec l'émotion devant elle, à côté d'elle. Et du coup, ça la désinhibait et ça l'autorisait elle-même à aller chercher ses émotions. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et du coup, c'est pour ça que, on le voit dans la bande-annonce, il y a la petite fille qui est internée, mais il y a aussi l'adulte qui continue à hurler « papa, maman ». Et a posteriori, quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous dites justement au point de vue symbolique? Parce que, je le redis, c'est très fort quand on le voit dans le film. Oui, parce que le message que j'aimerais faire passer, encore une fois, c'est « ne t'inquiète pas, ça passe ». Mais en réalité, il y a toujours un petit coin de notre tête où ces choses-là demeurent d'une façon ou d'une autre, et peut-être que c'est pas si mal. Le professeur de théâtre le dit à la fin, ne t'inquiète pas, c'est joué merveilleusement par Nicole Garcia, qui elle-même a voulu rajouter ces mots-là, que j'ai trouvé extraordinaires, qui sont un peu le résumé en fait de tout le film. Tes blessures vont pas t'abandonner, jamais, mais sans le savoir, tu vas puiser en elles, et c'est ça qui va faire de toi une actrice. Et c'est ce vécu-là aussi qui fait que vous êtes très engagée pour la santé mentale? Oui, je vous dis, ça a été vraiment pendant le confinement. Quand j'entendais ces nouvelles, c'est toujours pareil. Quand on entend des nouvelles, elles glissent un peu sur vous, au milieu des autres. Mais quand elles résonnent d'une façon personnelle, intime, on a évidemment envie de faire quelque chose. On ne supporte pas de se sentir impuissant. Et c'est pour ça que cette idée de mettre en perspective mon expérience, et dans un souci, je connaissais pas le mot à ce moment-là, mais oui, de père aidance, ça avait du sens pour moi. Et j'ai l'impression que plus ça va, je fais aussi des ateliers d'écriture. Bon, je vous ai dit Maison de Solène, mais à Villiers-le-Bel aussi, dans des centres d'éducation, dans des écoles d'éducation prioritaire. Je suis en train d'écrire un livre avec une journaliste sur l'importance de l'écrit à l'école, de l'écrit créatif. Ouais, je crois qu'à un moment, on a envie de transmettre quelque chose, de transmettre... moi, le révélateur pour moi, ça a été d'être dans cet hôpital, de voir un film. On n'avait pas de télé à l'époque, mais c'était un de mes camarades qui avait une toute petite télé. J'ai vu Romy Schneider, j'ai vu son émotion. Je me suis dit, donc on peut avoir de l'émotion. Parfois, c'est beau. C'est pas que embarrassant et décalé, c'est beau. Et puis, le deuxième effet qui se coule, ça a été d'entendre cette phrase dite par Victor Lanoux: préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. J'ai vite été chercher mon cahier, j'ai écrit cette phrase, et là, je me suis dit, oui, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre,
Et puis j'ai été dans ce cours de théâtre et ça a été un énorme ouf. Parce que tout à coup, j'avais un endroit où mettre tout ça, quoi. Tout ce qui était en trop, tout ce qui débordait, tout ce qui... Je savais absolument pas quoi en faire. Je me sentais pas du tout adaptée. Et là, je me suis dit, bon, ben, en fait, on peut trouver une place. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux adolescents aujourd'hui, même si c'est pas pour en faire ton métier, écrire, dessiner, faire de la musique. Et ça, c'est à travers le rôle de mon frère dans le film, qui, lui, joue du piano. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il jouait du piano comme si c'était son punching ball. Il imitait toute son agressivité, toutes ses émotions aussi. Avoir quelque chose dans lequel on peut se décharger comme ça, peu importe qu'on en fasse son métier ou non, ça peut être le sport aussi, mais voilà, c'est pas simplement une activité le mercredi, quoi. C'est bien plus que ça. Et on a l'impression en France que les jeunes ne sont pas écoutés, qu'ils ne suscitent peut-être presque que de l'indifférence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est complètement... oui. Moi qui suis mère de 3 adolescents, c'est très paradoxal parce que on est beaucoup plus présents comme parents que les parents de ma génération. Il faut se rappeler ce documentaire Le bébé est une personne de Dolto qui était passé dans les années 80 où tout à coup on se découvrait. Aujourd'hui on avait dire oui, quoi d'autre qu'une personne, un bébé, enfin ça coule sous le sens. Mais aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est les adolescents qui auraient besoin d'un choc comme celui-là. L'adolescent est une personne. Pour l'instant, ça reste un boutonneux, ça reste un... je sais pas comment dire. On a tendance à dire c'est l'adolescence, quoi, cette phrase. Et d'autant plus pour une fille. Et là, je reviens à ce sujet qui nous intéresse aussi beaucoup. Pourquoi davantage les jeunes filles? Le professeur Marie-Rose Moreau a écrit un article dans Le Monde qui était très intéressant, au mois de juin dernier, où on lui posait cette question et où elle répondait... outre les effets de pression physique engendrés par Instagram, outre le harcèlement qui concerne davantage les filles, et outre les agressions sexuelles qui concernent davantage les jeunes filles aussi, ça, c'est du simple au double. Outre ces facteurs-là, il y a aussi sans doute le fait, ça c'est, je cite le professeur Marie-Rose Moreau, le fait que quand un garçon, un adolescent dit qu'il va mal, on l'écoute. Comme il a peut-être moins l'habitude d'exprimer et ses émotions et ses ressentis, on l'écoute. Une adolescente, on va dire c'est ses règles, c'est une drama queen, je caricature un peu, mais d'une façon inconsciente, il y a 2 poids 2 mesures. Et peut-être que c'est pour ça que les jeunes filles, après avoir montré 2, 3, 4 fois que ça allait pas, passent à l'acte et qu'elles se retrouvent beaucoup plus nombreuses à être passées à l'acte dans les services de pédopsie. Et pour revenir au théâtre qui vous a sauvé la vie, vous le dites vous-même. Oui, je pense le théâtre, mais un film, ça a été le cas pour ce film donc, que j'ai vu dans cet hôpital. Je pense qu'un film peut vous sauver une soirée, mais qui peut aussi vous sauver la vie. Ça a été mon cas, de même qu'une phrase, cette simple phrase. Parfois, les mains tendues, elles sont pas en chair et en os. C'est pas forcément une personne, mais ça peut être des choses qu'on peut capter et dont on est prêt aussi, qu'on est prêt à recevoir. Et ça, il faut s'en féliciter soi-même parce que c'est qu'on était aussi capable de les entendre et d'en faire quelque chose. Mais sur la résilience, ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai lu notamment dans Le Monde diplomatique dernièrement, qui a fait un numéro spécial là-dessus, qui avait quand même... J'aime beaucoup ce mot, j'adore Boris Cyrulnik, et j'avais lu Les vilains petits canards quand c'était sorti, et ça m'avait vraiment énormément plu, ça m'avait électrisé, enfin, ça m'avait enthousiasmé, mais c'est bien commode aussi, cette injonction à la résilience, et c'est comme si, mais alors toi, t'es pas résilient, quoi. Mais alors, pourquoi on n'est pas tous résilients? Si certains sont capables d'être résilients, pourquoi on est... Puis soyons tous résilients, quoi. Il y a un peu ce... Or, parfois, ça met... Et souvent, même, ça met du temps. Là, dans le film, évidemment, ça va vite, mais j'ai mis des années
avant d'être débarrassée de ces pensées suicidaires qui demeuraient malgré tout en moi, même si j'avais eu ce coup de foudre amoureux avec le théâtre et que je me sentais mieux. Donc, et accepter que ça mette du temps, et accepter aussi que on ne sera pas tout blanc, quoi, que ça ne sera pas une espèce de résilience miraculeuse, et qu'on peut vivre, et c'est bien d'ailleurs le message du livre de Nicolas Demorand, qu'on peut vivre avec. Et c'est important parce qu'il y a... Pourquoi il y a cette injonction à la résilience ? C'est parce qu'on est dans une société tellement performative, tellement dans la performance, et pourquoi la société a tellement besoin qu'on soit résilient, c'est pour que, voilà, qu'on puisse être si productif et si au service de l'industrie, de cette société consumériste. Or, le temps, c'est nécessaire, et on n'est pas obligé de se dépêcher, d'aller mieux, quoi. Et vous estimez que c'est de votre responsabilité, enfin vous parlez de Nicolas Demorand, enfin que c'est important que les personnalités comme vous soient inspirantes et viennent parler justement de santé mentale pour essayer de déstigmatiser, enfin vous vous sentez investi de ce rôle, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que je pense pas trop à ça, enfin je me dis pas, est-ce que... C'est plus spontané, enfin... J'espère, oui, que ça peut, mais je dirais surtout à travers le film. À travers le film, essayer de dire aux jeunes, vous disiez qu'on ne prend pas assez la mesure de ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Ouais. Et oui, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que c'est très paradoxal. Moi-même, je le vois avec mes adolescents, d'insister tellement sur leurs études. Comme je le disais, dans les années 70, les enfants étaient un peu en périphérie. Ils n'étaient pas au centre comme ils le sont aujourd'hui. Ils couraient derrière un peu, quoi. Maintenant, ils sont bien au centre, on fait bien attention à eux, il y a une sécurité autour d'eux, voilà, on regarde où ils sont sur le téléphone, on est très attentif aux dangers, on leur parle beaucoup de pas trop être sur les écrans, quoique ça, c'est encore un combat, mais que je partage. Mais leur avenir... Leur avenir, qu'est-ce que c'est que de leur dire fais des études, ton bac, etc., la pression scolaire, en sachant qu'il y a cette éco-anxiété, qu'il y a quand même des choses tellement anxiogènes pour eux, comme les guerres, comme la montée des extrêmes, enfin n'en jetez plus, quoi. Et finalement, on leur parle beaucoup de ce qu'ils peuvent faire eux, comme si on devait se décharger. J'ai même entendu ça lors d'un atelier d'écriture, parce que j'aime bien faire ces ateliers d'écriture justement pour prendre la mesure, pour prendre le pouls de ce que ça représente, quoi, d'être un adolescent aujourd'hui. Ça me passionne. Et donc le thème que je développe à chaque fois, c'est le monde de demain. Et là, c'est extraordinaire ce qu'ils écrivent. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il y a toujours trois thèmes qui ressortent tout le temps, mais vraiment systématiquement. Alors évidemment, l'éco-anxiété, mais aussi un autre thème que j'imaginais pas, la privation des libertés. Être dans une société hyper surveillée par un dictateur, ne pas pouvoir manger ce qu'on veut manger, mais c'est bienvenu à Gattaca, quoi. Mais surtout, ce fait d'être observé, surveillé par des caméras, il y a beaucoup ça. Ne pas pouvoir sortir, ça, je pense que ça vient beaucoup du confinement. D'être chez soi, de travailler chez soi. Et quand on sort, tout est blanc, tout est, nettoyé. Enfin, je trouve pas le mot. Propre. Aseptisé. Voilà, aseptisé, ouais. Aseptisé, c'est le mot que je cherchais. Merci. Une société aseptisée et surveillée. Et puis le troisième thème. Et là, c'est une surprise. Après le mouvement MeToo, on pourrait se dire que les choses ont bien évolué. Et en fait, il y a à chaque fois dans leur récit une défiance, voire des violences dans les rapports hommes-femmes, dans ce monde de demain. Et ça, c'est assez... Alors, je pense que... Enfin, moi, j'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que, sans doute, Instagram il y a beaucoup de masculinistes qui œuvrent sur Instagram et puisqu'ils sont beaucoup là-dessus. Et puis, mais même dans votre film, on voit bien la différence.
Ouais. Dans votre film, on voit bien aussi les injonctions différentes. La jeune fille qui, elle, est prête à tomber amoureuse parce qu'elle croit au prince charmant, et le garçon qui, lui, est déjà contre l'amour et qui, en fait, qui a accepté, qui a fait un pari avec ses amis, on voit tout de suite les deux sexes, comment les interactions. Alors, je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui. Moi, je parle de mon expérience dans les années 80. Effectivement, c'est jamais un faisceau, c'est jamais une chose qui fait qu'il y a un passage à l'acte. C'est un faisceau de choses. Et pour moi, effectivement, ça a été une histoire d'amour, si on peut appeler ça une histoire d'amour malheureuse. Ça a été aussi un chagrin avec la danse classique. Je voulais être danseuse et j'étais nulle. Donc, il a fallu que je me rende à l'évidence que je ne danserai jamais sur scène. Parfois, on pense que c'est le bon aiguillage, et non, il fallait juste le contourner, et c'est l'aiguillage d'à côté. J'ai quand même pu être sur scène et m'éclater sur scène, mais pas en dansant, quoi. Voilà, parfois, il ne faut pas s'omnubiler dans une direction. Pour vous, c'est peut-être juste ce pas de côté, quoi, qu'il fallait faire. Et donc, ce sont les mots qui vous ont sauvé, notamment. Est-ce que vous voulez dire les mots Oui, alors soignants, en fait, c'est parce que... oui, je voulais dire que ce film, pour moi, c'est pas un ego trip, c'est un outil pour, comme je vous l'ai dit, faire en sorte que les jeunes qui puissent aller voir ce film puissent en parler entre eux. C'est très difficile quand vous sortez d'un service de pédopsychiatrie de revenir à l'école et qu'est-ce qu'on dit aux autres, quoi. Comment on en parle? Et même, comment on en parle à ses parents? Comment on en parle à ses grands-parents? Alors, je me suis dit, peut-être s'ils voyaient ces images, ensemble ou pas, ils pourraient dire, voilà, moi, c'était pas ça, parce qu'il y avait ça de différent. Et ça fait comme un repère pour en parler. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment essayer de leur redonner le goût de la vie. Le film est donc lumineux et va vers des solutions, encore une fois, et des images aussi oniriques qui essayent de réenchanter ce quotidien qui est brutal. Je pense que la fiction est un tuteur, vraiment, je vais dire le mot résilience, un tuteur de résilience, il l'a été pour moi, et je pense qu'il l'est pour chacun de nous. La réalité est si brutale que si on n'a pas ça pour adoucir un peu notre quotidien, comment faire? Mais c'est aussi un film où j'espère... alors ça, c'est le professeur Franck Bellivier qui m'a dit ce terme que je ne connaissais pas, là, encore une fois, revaloriser la filière. Parce que, on peut dire susciter des vocations. Parce que dans les formations pour les jeunes médecins, ils choisissent comme spécialité en premier la chirurgie esthétique, en deuxième l'orthodontie, et tout en bas de l'échelle, on a la pédopsychiatrie. Il y a une blague qui se font entre médecins qui est de dire que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine et la pédopsychiatrie est le parent pauvre de la psychiatrie. Wow. Donc on est vraiment... Voilà. Et ce qui est terrible, c'est que on a 500 pédopsychiatres en France. La moitié vont partir à la retraite dans les prochaines années. Il n'y a pas de remplaçants. Il faut 10 ans pour former un pédopsie. On rentre dans une phase qui est déjà Libération titrée « L'urgence oubliée ». C'est déjà un énorme souci, puisque là, il y a clairement une disparité, mais phénoménale, de prise en charge en France. Il y a des endroits entiers, des régions entières en France où il n'y a rien. Pas de maison d'adolescents, pas de pédopsie, même pas de psy, pas de maison perchée, pas d'endroit où on peut parler excusez-moi, de la pérédance. Ouais. Je parle trop. Hein. Non, c'est juste qu'on va passer aux questions, et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans le public. Pour parler de ce que vivent à cause de ça les soignants. Donc là, c'est une éducatrice qui travaille en pédopsie qui m'a écrit ce texte que je trouve vraiment poignant. J'espère que je ne vais pas pleurer en le disant, parce que c'est... Voilà. Chaque jour, on se lève, on rencontre des jeunes en grande souffrance. On écoute leur histoire, leur silence, leur colère, leur souffrance. On essaye de comprendre, d'évaluer, d'apaiser. Et chaque jour, on se heurte à un système qui n'a plus les moyens d'accueillir leur douleur, qui n'a plus de sens. On dit souvent que l'enfance n'a pas de prix. Mais sur le terrain, on nous parle de coûts, de moyens. On nous parle de budget, de lits fermés, de places existantes, de manque de personnel.
On nous dit qu'un jeune qui fugue, qu'un jeune qui se met en danger, ce n'est pas forcément une priorité psychiatrique, psychologique. Et nous, on regarde ces adolescents de 12, 14, 15 ans qui ne savent plus comment exister autrement que dans la blessure. Mais comment ne pas penser que la prostitution, la pédoprostitution, comme une petite mort, un feu qu'ils rallument pour sentir qu'ils contrôlent encore quelque chose. Ces jeunes répètent l'horreur qu'ils ont vécue, non pas par choix, mais parce que c'est tout ce qu'ils pensent connaître. Ils rejouent le traumatisme pour tenter d'en reprendre la main, pour inverser la peur, pour être enfin celui qui décide. Mais derrière cette illusion, il n'y a que le vide, la honte et le silence, l'impuissance. Nous voyons des enfants pris dans l'engrenage d'une mise en danger qu'ils ne comprennent plus, ne contrôlent plus. Des corps trop jeunes qui portent déjà le poids de violences inavouables. Et nous, face à eux, nous essayons, on refait, on recommence. On réécrit les mêmes demandes, les mêmes rapports, les mêmes appels aux hôpitaux, aux tribunaux. On tente de trouver une place, un soin, un espace. Et la réponse revient encore et encore. Pas de place, pas de personnel, pas les bons critères. Nos jeunes font peur. Au-delà de l'hospitalisation, il faudrait des soins accessibles, des CMP disponibles, des lieux où ces jeunes pourraient parler, être entendus, accompagnés, sans avoir à passer par la crise pour exister. Il faudrait aussi des professionnels éducatifs formés, des équipes qui comprennent les traumatismes, qui sachent reconnaître les signes avant qu'ils explosent. Il faudrait des lieux d'accueil. Parce qu'aujourd'hui, les foyers d'urgence deviennent des lieux de vie sans moyens. On y accueille en disant que c'est temporaire et pourtant on y reste. On y reste des semaines, des mois, des années. On ne construit rien, on colmate. Et les jeunes, eux, finissent par s'habituer à ce provisoire qui dure, à ce chaos qu'ils prennent pour la forme. C'est complètement fou. Ces enfants placés là parce que l'État a reconnu qu'ils étaient en danger devraient être dans des lieux les plus doux, les plus protecteurs, les plus respectueux de leur souffrance, mais ils se retrouvent dans des espaces de survie, ballottés, exposés là où la souffrance se multiplie, au lieu d'être apaisés. Alors on se bat. Mais tout cela est épuisant. Et face à la souffrance, nous sommes aussi des professionnels en très grande souffrance. Beaucoup craquent, s'épuisent, pleurent, partent. Et pourtant, il y a encore parfois des éclats de rire, des situations burlesques, absurdes, où l'on rit de peur et de fatigue. Et surtout, il y a ces équipes debout, solidaires, d'une humanité extrême, qui reviennent le lendemain. Parce que peut-être, pour ce jeune-là, aujourd'hui, on arrivera à quelque chose. Peut-être. Merci beaucoup pour Merci beaucoup pour votre présence aussi, vraiment.